Zurich, un modèle répond à une question sur une population entière avec l'assurance d'un tableur fermé. Puis on le force à regarder les cases minuscules qui composent cette population, et son propre savoir devient soudain beaucoup plus juste. Où le raisonnement s'est-il perdu entre les cases et le total? Épisode LLM et statistiques, le piège de la macrofallacie. Chapitre 1, le total qui trahit le détail. Une réponse lisse peut cacher une arithmétique cassée. Une estimation nationale tient parfois dans une phrase. La population qu'elle prétend décrire tient dans une mosaïque de métiers, d'âge, de territoires et de statuts. Cette compression est utile pour décider vite, mais elle efface le chemin qui rendrait le total vérifiable. C'est dans cet écart d'échelle que l'équipe de l'ETH Zurich place son expérience, décrite dans une prépublication archive de 2026, donc non encore évaluée par les pairs. Elle demande à des grands modèles de langage d'estimer directement une caractéristique d'une population, puis de l'estimer pour des sous-populations dont le total devrait reconstituer la même réponse. Sur le papier, les deux chemins doivent converger. Dans le modèle, ils divergent fortement. Imaginez une carte de recensement posée sur une table. À gauche, une grande zone colorée. Quelle part de la population? À droite, de petites cases qui portent chacune une condition. Le modèle peut donner des réponses locales qui, une fois pondérées, s'approchent davantage des données de l'American Community Survey, l'enquête annuelle du Census Bureau américain. Mais il peut rater la grande zone qu'il vient pourtant de décomposer. Les auteurs nomment ce décalage la macrofallacie, le sophisme macro. Ce n'est pas l'ignorance d'un fait isolé, c'est une rupture entre une réponse de synthèse, souvent fluide et stéréotypée, et les éléments que cette synthèse devrait respecter. Pour une équipe qui estime un marché, un risque de défaut ou une population cible, le danger n'est donc pas seulement une hallucination visible. Une réponse globale peut sembler raisonnable parce qu'elle ressemble à ce qu'on attend, tout en contredisant les segments qui déterminent réellement un budget. Le risque se cache précisément dans cette facilité. Une phrase ronde ferme trop vite la discussion, alors qu'une estimation utile devrait exposer les hypothèses qu'un responsable peut contester. L'idée décisive arrive vite. Un LLM n'est pas un tableur probabiliste. Il produit du langage plausible sous contrainte de contexte. L'agrégation cohérente doit être demandée, vérifiée, parfois calculé hors de lui. Reste à savoir quelle loi élémentaire ce total apparemment anodin est en train de violer. Chapitre 2, la somme qui devrait tomber juste. Une branche après l'autre, le total cesse d'être une intuition. La loi des probabilités totales n'a rien d'exotique. Si une population est découpée en groupes exclusifs, l'estimation globale doit se retrouver en combinant l'estimation de chaque groupe avec son poids dans l'ensemble. Un arbre de décision suffit. Une première condition ouvre deux branches, puis chacune se précise jusqu'à couvrir la population étudiée. Prenez une entreprise qui veut estimer l'adoption d'un logiciel. Elle connaît la répartition de ses comptes par secteur et pose au modèle la même question dans chaque segment. Le total final ne relève alors plus d'un style de réponse, il résulte d'une règle explicite et de poids que l'entreprise peut inspecter. La prépublication de l'ETH Zurich teste cette cohérence avec des conditionnements binaires. Une réponse directe fournit un total, tandis que les réponses aux feuilles permettent une reconstruction. Dans un raisonnement probabiliste cohérent, les deux résultats doivent s'accorder. Les auteurs rapportent au contraire de graves incohérences chez les modèles de pointe examinés, avec des violations massives de cette loi. La distinction compte parce qu'une réponse macro peut être plausible au sens narratif. Elle peut même reprendre des régularités socialement familières. Pourtant, si elle ne tient plus dès qu'on ouvre les branches qui la composent, elle ne constitue pas une estimation contrôlable. Le point important est économique avant d'être académique. Dans une même entreprise, le chiffre peut alimenter la taille d'un segment adressable, une fréquence de risque ou l'adoption attendue d'une fonction. Il entre ensuite dans un plan, un seuil ou une allocation. Or, le modèle ne paie aucun coût quand sa phrase macro ne correspond pas à ses propres réponses locales. C'est l'entreprise qui paie. Elle transforme une impression linguistique en hypothèse de revenu, de capacité ou de provision. La pression concurrentielle ici n'est pas frontale entre deux modèles. Elle vient d'une compression par l'aval. Le décideur, qui possède le budget et le résultat final, exigera bientôt des fournisseurs d'IA une trace vérifiable plutôt qu'une moyenne séduisante. Le fournisseur qui ne montre qu'un total garde la relation conversationnelle. Celui qui fournit les segments, les poids et les écarts accepte que son résultat soit contesté. Il faut aussi borner le constat. Cette prépublication porte sur des estimations de population et leur cohérence statistique. Elle ne démontre pas que les modèles échouent de la même manière dans l'écriture, la programmation ou les tâches créatives, où cette contrainte n'est pas centrale. Alors, au lieu de demander au modèle de faire semblant d'être une moyenne, comment lui faire exposer les morceaux de son calcul? Chapitre 3. Faire remonter les petites cases. Le modèle parle, l'analyste garde la règle. La réponse proposée par les auteurs s'appelle le micro-to-macro prompting, un guidage qui demande au modèle de raisonner sur des sous-populations dans un même contexte avant de livrer l'estimation globale. La formule est moins magique qu'elle n'en a l'air, elle déplace le travail, au lieu de laisser une seule réponse macro absorber toutes les ambiguïtés, on rend visibles les catégories dont elle dépend.
Pour une estimation de marché, on peut partir d'une population définie et la découper selon une variable réellement liée à l'achat, par exemple un secteur, puis un seuil d'équipement. Chaque feuille reçoit une question formulée de façon identique. L'analyste conserve les poids issus de sa base de données et effectue lui-même l'agrégation. Le modèle ne choisit ni la taille des cases, ni la règle de somme. Cette séparation est la vraie architecture de contrôle. Le LLM apporte une connaissance indicative sur les feuilles, tandis que le système de données fournit les dénominateurs. Un calcul déterministe relie les deux. Lorsqu'un poids, une définition ou une réponse change, le journal d'exécution permet de retrouver l'origine de l'écart. Ce dispositif ne demande pas au modèle de devenir une base statistique, il lui assigne un rôle plus étroit, proposer une estimation conditionnelle dont on peut ensuite tester la compatibilité avec le reste. L'analyste garde la main sur le périmètre, les catégories et la règle qui produit le total. Dans leurs expériences, les auteurs de cette prépublication rapportent que l'agrégation des estimations fines est plus fidèle aux données de l'American Community Survey que la réponse globale directe. Ils indiquent aussi qu'un prompt micro vers macro peut corriger partiellement le biais à coût computationnel constant en organisant le raisonnement à l'intérieur d'une même requête. Cette nuance est opérationnelle. Une seule requête structurée évite parfois de multiplier les appels, mais elle ne remplace pas la conservation des entrées et du calcul final. Un résultat reproductible exige de pouvoir rejouer la partition utilisée le jour où la décision a été prise. Attention à la fausse économie, si la granularité exige de multiples appels, la facture d'API et la latence peuvent grimper. Surtout, découper trop finement peut fabriquer des cellules où le modèle ne possède plus de signal fiable. Une case vide dans le tableau mental demeure vide, quelle que soit l'élégance de la formulation. Le bon niveau de détail dépend donc de la décision. Pour explorer une intuition, une réponse macro directe peut suffire si elle est étiquetée comme telle. Pour engager des dépenses, fixer une réserve ou comparer des territoires, le gain de rapidité ne compense pas forcément l'absence de cohérence. Mais que faire lorsque les données réelles n'existent pas encore ou lorsqu'elles sont trop coûteuses à obtenir pour contrôler chaque estimation ? Chapitre 4. Auditer sans miroir extérieur. Quand la vérité manque, la cohérence devient un test. Une carte de marché inédite n'a pas toujours de recensement derrière elle. C'est pourquoi cette prépublication propose la cohérence statistique interne comme critère d'évaluation sans vérité terrain. On ne prétend pas savoir immédiatement si le nombre est vrai, on vérifie s'il peut au moins coexister avec les nombres détaillés fournis par le même modèle. C'est un test de rigueur, pas un certificat de réalité. Des réponses cohérentes peuvent être fausses si les catégories sont mal définies ou si les poids datent. Elles peuvent aussi reproduire un biais déjà présent dans leur source. Pourtant, une réponse incohérente a déjà échoué à une exigence plus modeste, être compatible avec ses propres prémices. Le gain est particulièrement précieux avant une décision irréversible. Sans données externes disponibles, on ne valide pas le marché. On écarte au moins les scénarios où le modèle se contredit. Cette différence évite de donner à un contrôle de cohérence une autorité qu'il n'a pas. Pour un dirigeant, la grille tient dans le trajet du nombre. Avant d'utiliser une estimation générative, demandez d'où viennent les poids de population et quelles feuilles composent le total. Demandez ensuite quelles règles les relient, puis comparez la réponse directe à la reconstruction. Si l'écart est notable, ne négociez pas d'abord le style du prompt. Examinez la définition des segments et faites remonter l'agrégation dans un outil contrôlé. Cette méthode clarifie aussi qui supporte le coût. Le fournisseur de modèles vend une réponse instantanée. L'entreprise qui l'emploie porte le coût du faux total, puis le coût de son explication devant un comité d'investors ou un régulateur. Externaliser le calcul n'est pas un détail technique, c'est reprendre la propriété de la décision. Cette distinction doit figurer dans le processus de validation. La personne qui formule la demande ne devrait pas être seule à approuver le résultat. Quelqu'un doit pouvoir relire la partition, les données de pondération et la transformation finale. L'outil conversationnel reste utile, il cesse simplement d'être le dernier comptable. Le modèle probabiliste natif que certains acteurs intégreront peut réduire ce problème, mais il ne supprimera ni le choix des catégories, ni la responsabilité des poids. Chaque nouveau modèle doit donc être testé sur les mêmes partitions, avec une version figée des données et un seuil d'écart défini avant de regarder le résultat. La scène de Zurich laisse alors une règle transportable. Plus un chiffre décide d'argent, de risque ou de capacité, moins on doit l'accepter comme une phrase entière. On doit pouvoir remonter de son total aux petites cases, puis redescendre sans que le nombre change de visage. La prochaine réponse globale de votre IA survivra-t-elle à ses propres détails ? Un total doit pouvoir refaire le chemin inverse. Avant d'acheter une moyenne produite par un LLM, demandez ses petites cases et leur poids.
C'est là que la macrofallacie perd son pouvoir.